c'est le premier point, c'est dans l'éducation qu'on donne à nos filles, les encourager à oser, les encourager à faire. C'est un peu biblique, hein, demander, il vous sera donné, hein, mais il ne faut pas oublier de demander quand même. Parfois, il y a des choses qu'on s'interdit de faire. Moi, en fait, ce syndrome de l'imposteur, je ne l'ai pas eu beaucoup. Moi, j'avais surtout le syndrome de l'incapable. C'est-à-dire qu'un imposteur, c'est quelqu'un qui se dit « je ne suis pas à la bonne place et les gens vont s'en rendre compte ». Moi, c'était même avant. C'est-à-dire que je me disais « je n'irai jamais à cette place parce que je n'en suis pas capable, donc je ne vais pas me mettre ». Et si on décryptait ensemble la recette du courage? Bienvenue dans The Patronne. Aujourd'hui, j'accueille sur The Patronne Anne Gézer. Jusqu'à il y a quelques semaines, Anne, tu étais la directrice générale France de la marque 1000. En parallèle de ton rôle de directrice générale, tu es aussi depuis 4 ans la présidente de EDEC Alumni, donc une grande école de commerce, et tu es très très impliquée dans ce rôle bénévole. Tu as beaucoup de casquettes et pas que celle que tu portes aujourd'hui, qui est un petit peu ta marque de fabrique. Bienvenue sur The Patronne, Anne. Merci Elvire. Oui, c'est un lien qui nous unit d'ailleurs, je crois, hein, les DEC. Oui, exactement. C'est un lien qui nous unit. Je suis hyper contente que tu sois là. J'ai plein de questions pour toi. Peut-être, avant de démarrer, est-ce que tu peux nous partager les grandes lignes de ta carrière? Écoute, moi, je viens d'avoir 56 ans. Donc, je travaille depuis 35 ans, puisque je suis sortie de l'EDEC à 21 ans. Et j'ai une carrière qui s'est principalement faite dans des entreprises familiales. Je commence par ça parce que je crois qu'au départ, c'était par hasard. Et puis ensuite, c'était par choix. Parce que ce sont des entreprises qui travaillent sur des temps longs, sur des principes de transmission, d'héritage qu'on reçoit et d'héritage qu'on transmet. Je crois que ça correspondait à mon éducation, à ma culture, à ce que j'aime faire. Et au rythme, non pas lent, mais au rythme d'un temps long. Tu vois, de l'histoire et aussi d'une durabilité qui doit se transmettre. Voilà, donc j'ai fait une carrière principalement en marketing. Et puis ensuite, grâce beaucoup au soutien des entreprises, en particulier d'une entreprise qui est Mars, dans laquelle j'ai passé presque 20 ans, j'ai pu évoluer du marketing vers d'autres métiers, la vente, les affaires publiques, et puis jusqu'à la fonction de directrice générale, qui est une fonction assez différente, en fait, puisque tu deviens un peu le chef d'orchestre, alors que pendant longtemps, tu t'essayes à être virtuose d'une matière. Donc, un jour, tu deviens le chef d'orchestre. Et ça, c'est cette fonction de directrice générale que j'occupe depuis maintenant 10 ans. Voilà, ça, c'est de manière un peu résumée ma vie professionnelle. Et ce qui m'anime au quotidien, c'est le lien humain. Je n'ai jamais eu de velléité d'entrepreneuriat, de création d'entreprise. Je n'ai pas ce drive, cette puissance, peut-être pas cette créativité non plus. Et puis surtout, je crois que j'aurais du mal à démarrer seule. J'ai toujours été dans un univers très collectif, collaboratif. Et ça, c'est quelque chose qui me porte énormément, oui. Je comprends. C'est pas facile d'être seule et le collectif peut nous emmener tellement loin. Donc ça, je comprends. Alors justement, tu nous parlais de cette évolution au sein de Mars et tu me le disais juste avant que le jour où on t'a proposé de monter dans la hiérarchie, finalement, tu ne te sentais pas prête. Est-ce que tu peux nous partager cette histoire de justement ce pivot-là? Comment il s'est passé pour toi? Oui, alors, il y a une chose sur laquelle on a échangé, c'est le syndrome de l'imposteur, hein, que les femmes évoquent souvent. Et je t'ai dit que moi, en fait, ce syndrome de l'imposteur, je ne l'ai pas eu beaucoup. Moi, j'avais surtout le syndrome de l'incapable. C'est-à-dire qu'un imposteur, c'est quelqu'un qui se dit « je ne suis pas à la bonne place et les gens vont s'en rendre compte ». Moi, c'était même avant. C'est-à-dire que je me disais « je n'irai jamais à cette place parce que je n'en suis pas capable, donc je ne vais pas me mettre dans cette situation ». Et donc, très, très souvent dans ma vie professionnelle, je me disais « waouh, c'est formidable que je sois là ». Je suis très contente et les gens m'aident et c'est chouette. Mais enfin, l'étape d'après, j'en serais incapable. Quand j'étais chef de produit, je pensais que j'étais incapable d'être chef de groupe. Quand j'étais chef de groupe, je pensais que j'étais incapable d'être directrice marketing. Alors encore plus directrice marketing, devenir un jour DG, ça me paraissait totalement hors de portée. Et la chance que j'ai eue, c'est d'être dans une entreprise américaine, familiale, Mars, extrêmement tournée vers le développement personnel, vers le développement des individus, vers l'idée de donner à chacun d'être le meilleur qu'il puisse être.
pas d'être le meilleur, mais d'être le meilleur qu'il puisse être lui. Et puis également une entreprise très tournée vers la performance quand même. Et donc cette entreprise, pour le poste de direction générale, s'est dit un jour, on a à peine 4% de nos DG qui sont des femmes. Il va falloir qu'on soit beaucoup plus intentionnels. Et donc ils sont allés voir toute une série de femmes de mon âge, de ma génération, en leur disant, voilà, on aimerait vous considérer, en tous les cas, pour une évolution vers un poste de DG. Donc moi, je suis venue avec mon incapacité, en disant, même pas en rêve, quoi, impossible, ça n'arrivera pas. J'avais beaucoup de bons arguments. J'aurais dit, voilà, je n'ai fait, entre guillemets, que du marketing dans ma vie, donc je ne suis pas financière, je ne suis pas logisticienne, je ne connais rien au droit social. Donc, problème de compétences. Ensuite, je leur ai dit, vous comprenez... Je n'ai pas non plus... J'ai une vie personnelle. J'étais divorcée à l'époque avec des enfants en bas âge. J'ai une vie personnelle qui ne me permettra pas d'avoir l'engagement, le temps qui est nécessaire, ou du moins ce que j'imagine nécessaire pour une direction générale. Et puis, je leur ai dit, vraiment, il y a plein d'autres raisons qui font que je ne pourrais pas y arriver et vous n'en êtes pas conscient vous-même. Voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. Et la façon dont cette entreprise l'a accueilli, dont mes mentors, mes managers l'ont accueilli, c'est « OK, on entend que tu as des vrais freins personnels, peut-être qu'on peut t'aider à les lever. » Ils ne m'ont pas dit « tu peux y arriver quoi qu'il arrive », ils m'ont dit « essayons de comprendre tes freins et voyons comment on peut les lever. » Donc, sur le premier, la compétence, ils m'ont dit, effectivement, tu as fait beaucoup de marketing. Donc, ils m'ont donné assez rapidement des projets un peu lourds, en plus de mon activité marketing, en vente, en corporate affairs. Donc, pour lever ce frein-là. Et puis, surtout, je pense aussi m'apprendre à sortir de l'exécution et apprendre à définir une vision, à poser des objectifs et à déléguer auprès d'équipes compétentes, performantes et de superviser cet accompagnement, ce qui est finalement bien souvent la fonction du DG. Donc ça, c'était le premier frein. Le deuxième frein, par rapport à ma vie personnelle, l'engagement, ils m'ont inclus dans un cercle, ils m'ont amené à rencontrer des femmes, mais aussi des hommes, directeurs ou directrices généraux, pour démystifier un peu la fonction, pour donner à voir et à comprendre qu'on pouvait être un bon père, une bonne mère. C'était compatible. C'était compatible, c'était tout à fait faisable. Et puis, comme c'est l'habitude chez Mars, ils m'ont... fait rencontrer dans des séances de panel, donc avec des exercices préparés, des exercices de business case, des échanges. Ils m'ont fait rencontrer un panel de 6 senior leaders qui m'ont consacré, comme à mes autres collègues, 2 jours de leur temps. À l'issue de quoi, on nous remettait à l'américaine, un compte-rendu assez circonstancié de voilà tes points de force, on commence toujours par les points de force, et voilà les zones sur lesquelles il faudrait sans doute que tu te développes pour devenir un jour directeur général ou directrice générale, et voilà comment nous allons t'accompagner. Voilà. Et donc l'addition de ça, de ce développement d'expertise, apprendre à lâcher prise sur sa compétence d'origine, donner à voir et rencontrer des rôles modèles qui rendent les choses concrètes et possibles, et sentir la confiance et le soutien pour le chemin qui reste à parcourir, parce qu'on n'est jamais prêt à 100%, sont autant d'éléments qui m'ont fait perdre ce syndrome d'incapable pour rentrer relativement préparé, on ne l'est jamais tout à fait, dans cette fonction de direction générale. Et je pense très sincèrement que ça ne serait pas arrivé sans cet accompagnement. Donc j'ai beaucoup de gratitude et de reconnaissance pour cette entreprise. Et je m'estime aussi redevable à mon tour de faire la même chose, de transmettre ça à des collaborateurs ou des collaboratrices plus jeunes qui sont aujourd'hui dans cette situation. Le cercle vertueux du mentorat. Absolument, absolument. Ouais, ouais. Ce que j'entends, en fait, c'est que tu as eu la chance d'avoir été extrêmement bien accompagnée dans une entreprise où la hiérarchie a tout fait pour te rassurer, te montrer d'autres exemples de réussite, mais aussi te proposer un plan de développement complètement adapté à tes besoins. Et ce que j'entends aussi, c'est que tu avais vraiment besoin de la validation extérieure pour finalement montrer tout ton potentiel. Oui, oui. Alors ça, c'est...
peut-être sur ce sujet-là, le besoin de validation extérieure, je pense que je l'ai pas réalisé à ce moment-là. Ouais. Je l'ai réalisé un peu plus tard, puisque en parallèle de ce développement, la culture américaine de Mars permettait également de bénéficier du soutien d'un coach. Alors, je dis culture américaine parce qu'en France, en général, quand on vous octroie un coach, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Dans la culture américaine, c'est qu'il y a une opportunité. Et donc, j'ai bénéficié de ce soutien. D'abord, une coach aux États-Unis, puis ensuite en France, qui elle-même venait du privé. Sylvie, elle se reconnaîtra sûrement. Et Sylvie, au bout de quelques semaines, il faut que j'enlève la casquette, m'a fait cette remarque. Elle m'a dit, Anne, il faut arrêter avec les couettes. Alors, je le fais comme ça. Je suis désolée. Voilà. Mais peut-être que ça parlera à d'autres personnes. Moi, j'étais une femme, une petite fille, et je suis devenue une femme avec des couettes. C'est-à-dire que j'avais besoin d'avoir cette validation de l'autorité, des personnes que j'admirais, que je respectais, et un besoin sans doute trop élevé. C'est-à-dire que ça m'empêchait, quand je ne l'avais pas, ça m'empêchait de propulser, ça m'empêchait de pousser mes idées ou de pousser mes initiatives. Et le travail que j'ai fait avec cette femme, avec ce coaching, ça a vraiment été, d'une part, d'en prendre conscience, de comprendre ce que ça avait eu de beneficial, comme on dit en anglais, de positif, mais que effectivement c'était très limitant parce que je pouvais pas passer ma journée à appeler mon patron pour lui dire regarde, j'ai fait ça, j'ai fait ci, qu'est-ce que tu en penses? Et donc la nécessité à partir de 35-40 ans vraiment de sortir de ça pour aller vers une émancipation et donc laisser tomber les couettes. Et je les ai gardées assez longtemps. Franchement, je les ai gardées assez longtemps. J'aurais peut-être pu les perdre un peu plus tôt. Et je suis toujours très admirative quand j'observe ça chez des femmes comme chez des hommes. Cette capacité, en anglais, on appelle ça le stand-alone, hein, c'est-à-dire d'être capable de prendre une décision seule, même parce qu'on sait qu'elle est juste, parce qu'on sait qu'elle est bonne, et même si on n'a pas nécessairement toutes les validations et les assentiments qu'on voudrait avoir pour se rassurer. Alors, ce que tu dis, alors j'adore cette expression de « il faut faire tomber les couettes ». Je pense que beaucoup d'auditrices se reconnaîtront. C'est un vrai sujet aujourd'hui. On est tellement nombreuses à se dire qu'on a besoin de la permission des autres pour tester, pour oser. Et là, tu vois, toi, tu as eu... alors certainement, c'est entièrement mérité, mais tu as eu la chance d'être dans une bonne roue. Oui. En tout cas, il y avait toute une organisation derrière qui te donnait ces autorisations et qui te faisait monter. Et je vois, moi, énormément de femmes à qui on dit attends, ou quand elles osent demander un peu plus, on leur dit attends, ma jolie, remets-toi ici. Toi, est-ce que tu as constaté... quand tu as évolué dans d'autres organisations ou même d'autres femmes autour de toi, est-ce que tu as constaté qu'il faut que les femmes... faut qu'on soit plus nombreuses à aider les femmes à stand alone, ou est-ce qu'il faut qu'on arrête d'attendre cette validation? Je pense que tu as raison, et que c'est vraisemblablement les deux, évidemment. Je pense que... je vais revenir à un exemple qui m'avait frappée. Je crois que c'est un humoriste. J'avais entendu ça dans un sketch. Un humoriste qui racontait qu'il emmenait son fils au parc et il disait... c'est quand même très différent quand les pères emmènent leurs garçons au parc, quand ils les emmènent, tu sais, sur une espèce d'araignée comme ça où les enfants doivent monter, machin. Les pères sont là, vas-y, monte, plus haut, vas-y. Moi, quand j'emmenais mes filles au parc pour ça, le premier réflexe, c'est « Ouh là là, attention !» Tu vas tomber. Et ça, c'est quelque chose de très, très profond qui est installé, ancré en nous. C'est-à-dire que oui, on a un phénomène de protection. Je pense que déjà, les femmes ont un phénomène de protection vis-à-vis des enfants qu'elles transmettent et qui s'exerce plus, je crois, en tous les cas, c'est ce que j'observe, auprès des filles qu'auprès des garçons. Donc, il y a sans doute ce premier élément-là, c'est profondément culturel. Et je me réjouis qu'il y ait de plus en plus de pères qui emmènent leurs garçons et leurs filles
au parc parce que il pousse. Une de mes amies proches qui disait toujours le père, il est là pour sortir l'enfant du nid et la mère pour le garder. Alors, c'est très genré, sans doute qu'on peut l'interdire. Mais je crois qu'il y a souvent il y a souvent cette relation d'un parent, disons, qui garde dans le nid et l'autre qui pousse. Et c'est très bien. L'enfant doit sentir les deux. Donc ça, je pense que c'est le premier point, c'est dans l'éducation qu'on donne à nos filles, les encourager à oser, les encourager à faire. Et de la même façon, encourager sans doute nos garçons à être plus doux, plus à l'écoute, plus sensibles, peut-être dans le dialogue, tu vois. Donc, vraiment, cette perméabilité, en fait, des qualités de genre, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est les rôles modèles, en fait, en tous les cas, pour moi. Les rôles modèles, ça a vraiment été aussi une source d'inspiration. J'ai eu la chance de croiser très jeune, quand j'ai commencé chez Unilever, on m'a donné une marraine, qui était encore une femme exceptionnelle qui m'a tout de suite propulsée dans l'idée qu'on pouvait être une mère accomplie, une professionnelle admirée. Donc, c'était possible en restant extrêmement féminine, en ayant une vie artistique, d'ailleurs, et associative très, très dense. J'ai eu le même type d'exemple chez Mars. La première personne qui m'a fait confiance pour intégrer un comité de direction était une maman de 3 enfants que je n'ai jamais vu quitter le bureau après 19h, alors même que quelques années après, elle a siégé au COMEX de L'Oréal. Enfin, donc, des femmes qui donnaient à voir que c'était possible et qu'on n'était pas destiné à renoncer à quelque chose. Voilà. En revanche, que ça n'est pas une vue de l'esprit, que ça demande une organisation, oui, une efficacité, des choix et aussi une capacité à déléguer. À commencer par la délégation à son conjoint. On en a parlé tout à l'heure, toi et moi. Moi, la première, j'ai souvent pensé que je faisais mieux. Et que donc, du coup, il fallait que je fasse. Voilà, je pense que souvent, on se met nous-mêmes des barrières parce qu'on ne veut pas déléguer, parce qu'on ne veut pas que ce soit fait à 85 ou à 90%, alors qu'en fait, souvent, ça suffit, quoi, vraiment. La loi de Pareto s'applique là aussi. Ah, ça s'applique de la même façon, exactement. Et je me souviens justement de cette directrice générale, Nathalie, qui m'avait dit il faut que tu investisses beaucoup auprès des gens qui vont t'accompagner pour l'éducation de tes enfants, parce que tu n'es pas seule. En anglais, il y a cette belle expression qui dit « It takes a village to raise a child ». Et c'est absolument vrai, c'est un écosystème. Alors, quand on a la chance d'avoir de la famille en proximité, c'est merveilleux, mais quand on l'a pas, c'est une nourrice qu'on choisit, qu'on traite avec égard, qu'on inclut dans la famille. Ça peut être des amis, un cercle d'amis, une solidarité qui se crée entre parents pour accompagner les enfants. C'est évidemment le lien qu'on crée avec le corps enseignant de ces enfants. Enfin, il y a tout un écosystème qui se crée, et je crois que parfois, ce que j'observe, c'est que nous, en tant que femmes, on s'inflige de tout porter nous-mêmes, et on a beaucoup de mal à déléguer et à engager les autres, et à se laisser surprendre d'ailleurs aussi par à quel point son conjoint ou sa belle-mère peut être formidable et créative et apporter un regard différent sur la situation, et du coup, libérer du temps, soit pour poursuivre sa carrière ou pour aller prendre des cours d'histoire de l'art ou aller faire du sport, parce que je pense que je reprends cette idée d'écosystème. Tout ça, c'est un ensemble, en fait. Quand la polarité entre le personnel, le professionnel, le collectif et le travail sont alignés, là, il y a vraiment quelque chose qui devient épanouissant. Mais c'est pas l'un ou l'autre. Je pense que ça peut pas tenir longtemps. Non. Tout se nourrit. Donc, tu me disais que tu as commencé ta carrière très jeune, donc à 21 ans, et tu as eu tes enfants tard. Oui. Donc, tu avais eu le temps de construire une très belle carrière. Et au moment où parce que c'est 2 filles, donc des jumelles. Des jumelles, oui. Double dose de bonheur et de réorganisation. Exactement, oui. Donc, quand tes filles sont arrivées, ça a dû être un sacré choc émotionnel et organisationnel. Et c'est justement d'ailleurs à ce moment-là où ta mentor est venue te chercher
chez toi Oui. pour prendre le poste. Oui. Donc, cette femme, elle m'en voudra pas. Elle s'appelle Nathalie Ross. Elle était à l'époque la directrice générale de Mars. Moi, je devais être dans mon 2e mois de congé mat. J'en avais 12, donc encore 10 mois devant moi. Tu avais décidé de faire un vrai break. Un vrai break. Ouais. 12 mois, je savais que je voulais prendre ce congé mat. Et là-dessus, mon patron, qui était directeur marketing, démissionne. Donc évidemment, la question se pose, mais pour moi, ça se pose pas longtemps. Je me dis, pas de chance, ça aurait pu m'intéresser, mais là, évidemment... Il te reste 10 mois à faire. Il reste 10 mois à faire, personne ne va m'attendre, et puis je ne renoncerai. Et surtout, je m'étais dit, je ne renoncerai pas à ce congé matin. T'as hésité matin. un moment ou pas? Non, j'avais 38 ans quand j'ai eu mes enfants. Tu voulais en profiter? Ouais, j'étais très consciente du fait que c'était des mois. Et je pense que quand tu as des enfants un peu tard, tu mesures aussi ce à quoi tu ne veux pas renoncer. Et je pense qu'il y a des moments clés dans la relation avec les enfants que aucun job, que personne ne peut te donner en échange, en retour. Et ces moments-là, en particulier les premiers mois, c'est quelque chose que je ne voulais pas rater. Donc, je ne bouge pas. Et Nathalie m'appelle, me dit, enfin, je suis un peu surprise, tu ne candidates pas pour le poste. J'ai dit, écoute, Nathalie, alors j'étais prête, je la connaissais. T'avais anticipé. Je savais que ça allait pas être... la reine de la négo, c'était elle, pas moi. Mais je lui ai dit, écoute, je suis droit dans mes bottes. Oui, elle me dit, écoute, n'essaie même pas de m'expliquer, je viens te voir. Elle arrive chez moi. Elle s'incruste. S'installe dans la cuisine et je t'assure, elle me fait ça, elle prend les petites, machin, elle s'assoit, elle pose l'une des petites sur les genoux. Moi, j'étais en face, vraie posture de négo, la table de la cuisine entre les deux, face à face. Et elle me dit, écoute, c'est bien simple, je ne la lâcherai pas tant que tu ne m'auras pas dit oui. Oui étant... gagné une nounou pendant 10 mois comme ça. J'avais gagné une nounou, oui. Mais le oui étant, tu postules, tu candidates, pas tu as le job. Bon, j'avais préparé mes arguments et là encore, je lui suis très reconnaissante parce que je m'étais vraiment préparée à renoncer. Et elle m'a aidée à voir que le renoncement n'était pas impératif, à commencer par le fait que je lui dis, voilà, tu comprends, je ne veux pas renoncer avec congé mat. Elle me dit, qui te le demande? Je dis, pour prendre le job, il faut que je rentre. Je dis, pas du tout, on va prendre un manager de transition. Bon, alors, premier gros argument qui tombe. Deuxième argument, je lui dis, tu comprends, je veux me dédier à ces enfants, enfin la grande scène du 2. Elle me dit, mais pourquoi tu vas arrêter de travailler? Je dis, non. Elle dit, rassure-moi, dans 2 ans, elles vont à l'école. Oui. Et donc, tu feras quoi dans 2 ans? Je dis, je retravaillerai. Voilà. Et elle me dit, et dans 18 ans, elles passeront le bac et tu te retrouveras toute seule. Donc, tu vas reprendre le boulot. Je dis, oui, effectivement. Donc, où est le problème? Je voudrais bien passer du temps de qualité avec elle. Et moi, je ne passe pas du temps de qualité avec mes enfants? Je dis, si, mais toi... Je dis, oui, ça se travaille, il faut apprendre à s'organiser, il faut être efficace. Mais je t'accompagnerai. Prendre des décisions, peut-être plus rapidement, mieux déléguer. On fera ça ensemble. Et effectivement, c'est ce qu'elle a tenu parole. C'est-à-dire que j'ai candidaté, j'ai eu le poste. Je suis, sauf en cas de mauvaise organisation, je ne suis jamais rentrée, je suis jamais partie du bureau après 19h. J'ai été là pour les rendez-vous qui étaient pour moi importants. C'est-à-dire que 2 fois par an, j'accompagnais la classe de mes enfants, une sortie classe. Je suis allée à toutes les fêtes de fin d'année. J'ai fait toutes les rentrées des classes. Et plus périlleux encore, j'ai fait tous les concerts de violon. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Mais voilà, j'ai défini ce qui était pour moi et pour mes filles des moments importants, clés. Et c'est vrai, alors j'ai bien conscience, j'ai aussi eu la chance d'avoir une entreprise et des patrons. D'abord Nathalie, ensuite les autres patrons que j'ai pu avoir chez Mars, qui m'ont soutenue et à qui je pouvais dire, écoute, tel jour, c'est la rentrée des classes en France. Tu ne le sais pas parce que tu es basé aux États-Unis ou en Angleterre, mais ce jour-là, moi, je ne peux pas faire la réunion. Et donc, soit ils déplaçaient, soit ils disaient, écoute, tu prendras le compte-rendu, tu t'informes et puis tu rattrapes. Voilà, ça a été accueilli, mais moi, je l'ai demandé aussi. Et je crois que c'est un peu biblique, demander, il vous sera donné, mais il ne faut pas oublier de demander quand même. Parfois, il y a des choses qu'on s'interdit de faire. Forcément, il y a peu de chances que ça arrive. Parce que tu dis, il faut demander. Et comme je te le disais, donc moi, j'ai grandi à l'étranger. J'ai un peu cette culture anglo-saxonne. Et j'ai remarqué qu'en France, parfois, demander, c'était pas bienvenu. Je pense que c'est lié à la culture anglo-saxonne de cette assertivité, le fait de pouvoir se positionner. En France, est-ce qu'il n'y a pas une culture un petit peu plus... faut attendre qu'on nous propose?
Alors, je prétends pas connaître intégralement, mais ce que j'observe en tous les cas, c'est que oui, il y a une culture de l'assertivité aux États-Unis qui est encouragée, favorisée. Je reviens à l'école, les travaux de groupe, l'expression individuelle, l'expression orale, c'est respecté, sans doute plus qu'en France, ça c'est sûr. En revanche, ce que j'observe aussi, c'est qu'en France, on a le goût de la rupture, de l'innovation, parfois un peu de la désobéissance d'une certaine façon, tu vois. Et je pense que demander quelque chose qui ne se pratique pas d'habitude, poliment, courtoisement, et en expliquant le bénéfice collectif qui peut en découler, moi je pense que c'est acceptable en France. Encore une fois, pas par goût pour l'assertivité, peut-être pas, mais par goût pour la transgression, le changement, l'innovation. On est un pays qui est quand même assez innovant, qui accueille ça quand ça se présente. Donc, pour moi, ça revient à ce point de, oui, l'exprimer, le demander. On est souvent surpris, c'est accueilli. Trouver la bonne forme. Oui. Quel rôle a la culpabilité dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose dont tu souffres parfois ou est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à mettre de côté? Notamment, justement, là tu dis que tu as mis tes limites, tu as réussi à les faire respecter. Est-ce que parfois la culpabilité pouvait ressurgir ou c'est quelque chose que tu as réussi à bien gérer? Tu parles de la culpabilité vis-à-vis de la situation de mes enfants ou de la culpabilité en général? De manière générale, et je pense que c'est souvent quelque chose qui ressort quand on essaye de tout équilibrer dans notre vie, et notamment par rapport aux enfants. Donc, toi, est-ce que c'est quelque chose où, comme tu disais, tu as privilégié certains moments clés, Ouais. et du coup, tu étais à l'aise avec ça, ou est-ce que par moment, c'était plus difficile à gérer? Non, je crois que j'étais assez à l'aise. Alors, je reprends mon exemple personnel. J'ai grandi avec une maman qui avait arrêté de travailler pour élever ses enfants, mon frère et moi, qui l'a fait merveilleusement, parce que mon père, lui, était professeur en médecine, donc pédiatre, donc avec évidemment un boulot qui, alors pour le coup, lui, il s'arrêtait pas, c'était compliqué de s'arrêter à 18h, et avec une charge émotionnelle beaucoup plus puissante, évidemment. Pour autant, j'ai évidemment une relation vraiment merveilleuse avec ma mère, mais pour autant, j'avais une relation extrêmement forte avec mon père. Il est décédé il y a plus de 30 ans maintenant, mais je crois que j'ai compris assez tôt que même avec un parent qui n'était pas là souvent, à partir du moment où les moments de présence étaient des moments intenses, ça compensait. Alors, sans doute que ça compensait beaucoup parce que ma mère assurait toute l'intendance. Je le mesure bien et cette présence permanente. Mais j'ai divorcé quand mes enfants avaient 3 ans. J'avais un job assez prenant. Je crois que j'ai un peu théorisé le sujet, tu vois. C'est-à-dire que je me suis dit, qu'est-ce que je fais moi ? Et qu'est-ce que je crée pour les enfants? Donc, pendant longtemps, j'ai pu compter sur l'aide de ma mère, de mes beaux-parents, de mes ex-beaux-parents qui ont entouré les enfants. J'ai travaillé pendant plus de 15 ans avec la même nourrice, qui était là aussi un pilier essentiel pour l'enfant. Donc, je reviens à ce concept d'écosystème. C'est que même à une période de ma vie, pendant 4 ans, j'ai eu un job où je voyageais énormément. Je voyageais 4 jours par semaine quasiment. Les enfants étaient petites. J'avais organisé, en fait, les grands-parents venaient pendant toute une journée. Ma mère assurait une partie des gardes. Donc, tu imagines 2 fois par semaine, les enfants, enfin 2 à 3 fois par semaine, elles voyaient leurs grands-parents, ce qui est quand même un cadeau auquel je n'aurais sans doute pas accédé si j'étais restée en fait tout le temps à la maison, tu vois. Je me serais pas autorisée à demander à ma mère de garder les enfants, ou mes beaux-parents n'auraient pas osé peut-être venir toutes les semaines, tu vois. Là, finalement, il y avait un besoin qu'on a transformé en bénéfice en fait pour tout le monde, sans compter que pour mes enfants aussi, c'était très bien de pas être tout le temps avec leur mère, un peu stressée, un peu en charge, tu vois. Mais je me souviens qu'à l'époque, quand on m'a proposé ce job, c'est un patron anglais qui me l'a proposé. Il m'a expliqué qu'il y aurait beaucoup de déplacements. Il savait que j'avais des enfants petites. Et donc, je l'ai écouté. J'avais très envie de bosser avec lui. Et j'ai conclu en lui disant, écoute, Ian, ce serait super, mais il faut que je demande à ma mère si elle est d'accord. Il avait éclaté de rire
Non, mais c'est pas uniquement parce que je suis complètement infantilisée, c'est aussi parce que je savais tout de suite que ça ne marcherait pas si j'avais pas un soutien. Effectivement, un soutien de quelqu'un d'aussi précieux que ma mère ou mes beaux-parents. Et je pense que c'est une grâce, c'est une chance qui a été donnée à mes filles d'avoir cette organisation. Et encore une fois, qui n'aurait sans doute pas existé s'il n'y avait pas eu cette situation. Donc, je pense que la culpabilité, elle s'aménage à partir du moment où... je suis désolée, je viens avec beaucoup d'expressions anglaises, mais tu sais, on dit « if you have lemons, make lemonade ». Hein, donc, quand il y a une situation qui risque d'être un peu amère ou acide, comme des citrons, ça fait aussi de la limonade, en fait, les citrons. Donc, il y a toujours moyen parfois de twister les situations pour en faire quelque chose de positif. En parlant de limonade, il y a 7 mois, tu as annoncé ton départ. Oui. De ce job actuel de direction générale de Mille France. Donc, réorganisation de cluster. Mm-hmm. Comment tu l'as vécu, le fait de savoir que à ton âge, à ton niveau de seniorité, tu allais te retrouver du coup en recherche d'une nouvelle opportunité, et sur quoi tu t'es appuyé justement pour bien gérer cette phase de transition? Alors, différents points. Donc moi, j'ai passé 7 ans chez Mille. Et je n'ai rien fait toute seule. Je l'ai fait avec des collaborateurs extrêmement engagés, pour certains qui étaient installés depuis longtemps dans l'entreprise, pour tout ce qui était très dévoué à la marque, aux clients. Très belle marque. Très belle marque, oui. Ouais, très, très belle maison. Et j'ai eu la chance, quand je suis arrivée, de pouvoir créer de faire progresser d'ailleurs une personne en interne, qui a rejoint le comité de direction, et ensuite de pouvoir recruter une équipe assez resserrée. On était 7, 8 avec moi au total. Une équipe assez resserrée de comité de direction qui a mené un projet de transformation que je t'épargne ici. Mais en gros, je pense que l'histoire, c'est un groupe qui se constitue, enfin un core team de comité de direction qui reprend une marque, une très belle maison, une très belle histoire, avec un agenda de transformation. On a rétabli l'équilibre et une situation positive pour l'entreprise. Et à partir de là, la maison mère nous a demandé de proposer un plan de croissance accéléré qu'on a travaillé, qui a été validé, mais qui n'a pas été suivi des faits, puisque le groupe a commencé à avoir des difficultés financières à ce moment-là. Il n'avait plus les fonds nécessaires pour pousser sur cet agenda de croissance. Donc à ce moment-là, et parce que j'avais la chance d'avoir une équipe aussi mature et forte autour de moi, on a attendu 6 ou 9 mois. Et puis 6-9 mois, j'ai dit à l'équipe, écoutez, là, il faut quand même se rendre à l'évidence. La prochaine étape, telle que nous l'avons proposée ou dessinée, elle ne va pas arriver tout de suite. Donc, soit on reste là à attendre et on verra bien ce qui se présente, ou alors on prend un peu notre destin entre nos mains et on réfléchit à ce qu'il faut dire, en fait, ou corriger. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et assez rapidement, il nous a paru évident de dire, s'il n'y a pas de réinvestissement pour assurer une croissance plus rapide de la filiale française, alors il va falloir revoir la voilure et clairement passer dans une structure de cluster, ce qui voulait dire concrètement supprimer tous les postes des personnes qui proposaient la recommandation. Donc, supprimer le comité de direction français et adosser la filiale française à une filiale plus importante en Belgique ou aux Pays-Bas. Donc, on a travaillé ce projet. On s'est mis d'accord tous les 8 en disant, est-ce qu'on est tous d'accord? Oui, on est tous d'accord. Bon, alors ça a un peu surpris mon patron et le board. C'est un suicide. Oui et non. On s'est dit, de toute façon, d'une part, c'est un principe de responsabilité. Ouais. C'est-à-dire que... C'est impressionnant. On te demande de recommander ce qu'il faut faire. Tu le recommandes, ça n'est pas suivi. Donc à ce moment-là, tu dis, écoutez, on est entre adultes. Si on ne fait pas ce qu'on a recommandé, à ce moment-là, il faut recommander autre chose. Et oui, ça implique la suppression de notre structure. Et donc, ça a été plutôt bien accueilli finalement par le board. Ils étaient un peu surpris, mais eux-mêmes étaient en train de travailler sur ce principe de cluster. Donc, non pas seulement pour le marché français, mais pour l'ensemble du groupe. Donc, ils ont été surpris en se disant, mais enfin, on vous a rien demandé. Comment est-ce que vous savez? On a dit, pas au courant, mais ça s'imposait assez naturellement. On a fait les calculs. Et donc, je pense qu'en fait, ce qui a été, pour revenir à ta question, ce qui a été convergent, c'était, oui, la décision du groupe, mais aussi, en
en tous les cas pour notre filiale, l'évidence que c'était la bonne chose à faire et que nous-mêmes, chez Mars, on dit souvent il faut que tu agisses comme si c'était ton propre business. Ouais, en disant, bah oui, si c'était notre propre business, c'est sans doute ce qu'on ferait. Alors après, évidemment, comme ça s'est fait de manière globale, ça s'est fait selon des modalités qui n'étaient pas exactement celles qu'on avait imaginées, mais peu importe, ça, après, c'est la décision du groupe. Et alors, pour ta question sur pourquoi est-ce que je l'annonce 7 mois avant, parce qu'en France, à partir du moment où tu annonces une réorganisation, s'enclenchent les négociations avec les partenaires sociaux, ensuite les étapes de la réorganisation. Et moi, j'ai tout de suite dit au groupe, je partirai à ce moment-là. Ils m'ont proposé des options de reclassement ailleurs dans le groupe. J'aurais dit non. Moi, j'avais un projet, j'avais une équipe. Je crois que c'est le bon moment pour partir. Et dans un souci de clarté aussi vis-à-vis des partenaires sociaux et des collaborateurs, j'ai été très ouverte là-dessus en disant voilà ce qui va arriver. Moi, je ne ferai plus partie de cette histoire, mais je m'étais engagée avec mon comité de direction, ma directrice financière, enfin toute l'équipe. On a mené toutes les négociations. On aurait pu partir avant. Mais on a mené toutes les négociations avec les partenaires sociaux. Je pense qu'on avait à cœur de le faire parce qu'on pensait sans doute, et je crois à juste titre, humblement, je pensais à juste titre, on pensait qu'on était mieux placé quand même aussi pour pouvoir défendre vis-à-vis du groupe des exceptions à gauche et à droite ou des aménagements pour le marché français. Donc on est resté, on a mené ces négociations, on a participé aux premières étapes de l'implémentation et évidemment on s'est effacé, on a tous quitté le groupe au moment où le cluster s'est mis en place et aujourd'hui il est dirigé à partir des Pays-Bas par une équipe internationale, belge, italienne, il y a un Français aussi au comité de direction du cluster qui ont maintenant repris cette organisation à une autre échelle. Donc transnationale et non plus nationale. C'est un acte fort de leadership, de mener cette négociation ensemble et de prendre cette décision. Ça a dû être fort entre vous. Ça a été fort, oui. Je crois que ça a été plus fort que difficile, en fait. Mais fort parce que, évidemment, on a tout de suite compris ce que ça voulait dire. Et que c'est un collectif qui était extrêmement soudé, qui, je crois, prenait beaucoup de plaisir à travailler ensemble. On a, avec évidemment, encore une fois, beaucoup de collaborateurs de l'organisation. Il y a 300 personnes chez Mille en France. Donc, on a transformé, on a surmonté un certain nombre de difficultés, de situations. C'est un business qui a intégré la vente directe de manière très significative. C'est un business qui s'est transformé sur les pans de la supply chain, sur la définition aussi de la gestion des ressources humaines, sur sa digitalisation. Voilà, donc il y a eu beaucoup de changements là-dedans. C'est aussi un business qui inclut une centaine de collaborateurs au siège, plus de 100 collaborateurs sur le terrain, qui sont les techniciens. Ça, c'est un métier très particulier, qui est très propre à Mille dans l'univers de l'électroménager. Et puis aussi un peu plus de 80 collaborateurs qui assuraient toute la partie vente, soit dans les magasins de nos partenaires, Fnac, Boulanger, Darty, ou alors dans nos magasins en propre. Donc, des populations assez... Et sur, un site aussi de logistique, d'entreposage. Donc, des populations très différentes. Et chacun a joué sa partition. Littéralement, il y a eu des transformations pour tous les métiers. Et avec des sauts, des changements, des mutations parfois très, très profondes sur ces collaborateurs. Et je crois qu'on leur devait cette intégrité et cette prise de responsabilité. Parce que bien sûr, il y a beaucoup d'entre nous sommes partis, mais on fait ça aussi pour que l'avenir des autres soit assuré. Tu parles, on sent vraiment l'attachement et l'engagement pour cette maison, pour cette marque. Et oui. Cette envie de pérennité bien au-delà de ta personne, en fait. Oui, alors c'est une marque incroyablement attachante. C'est une marque qui a plus de 125 ans, mais si tu avais à inventer une marque d'électroménager, aujourd'hui, tu inventerais Mille.
c'est-à-dire une marque qui est complètement sur l'éco-conception. Tout est conçu pour être réparé, tout est fabriqué avec des matériaux extrêmement durables, robustes. C'est fabriqué en Europe, destiné évidemment à travailler de manière très, très profonde sur la réduction de l'empreinte carbone. Enfin, et surtout, derrière, je reviens à ce collectif qui m'est très cher, qui sont les techniciens. Derrière, on met aussi à disposition de nos clients ce système de soutien serviciel de techniciens qui vont installer, mettre en service, entretenir et réparer ces machines. Donc, c'est conçu pour tenir et durer pendant 20 ans, bien sûr, mais aussi conçu pour être réparé. Et c'est réparé plus de 50 ans. J'ai une anecdote là-dessus. Un jour, le patron des services d'un distributeur m'appelle, d'ailleurs très gentiment, pour me féliciter pour le soutien qu'il a reçu de mon équipe service, en me disant « Ah oui, vraiment, je tenais à vous féliciter. Figurez-vous que nous sommes intervenus chez un client qui avait une vieille machine. Une vieille machine. Oh là là, la machine datait de 1969 et le client, rien à faire, voulait pas s'en défaire, voulait pas changer et il fallait changer une pièce. Malheureusement, cette pièce n'existait plus, n'était plus... L'alliage n'existe plus. Voilà, vraiment, Et les équipes de 1000 ont développé en 3D un nouvel exemplaire de la pièce, l'ont envoyé, ça a été installé chez le client, paf, et la machine est repartie. Je me dis, quand même, une vieillerie comme ça. Et là, je l'arrête, je dis écoutez, je voudrais juste vous informer du fait que moi, je suis née la même année que la machine. 1969, donc cette vieillerie a bien 56 ans, je vous le confirme. Et elle va très bien. Et elle va très bien. Elle va très bien, voilà. Mais ça, c'est le genre d'histoire, oui, qui arrivait régulièrement. Et tu ne peux être que fier au moment où on parle d'obsolescence programmée. Tu peux être que fier et redevable aussi, parce que moi, j'ai hérité de cette histoire. Donc, je reviens à mon point de transmission. Quand tu hérites de quelque chose et tu en sais quelque chose, je crois que tu as été dans des maisons aussi avec des héritages très forts. Quand tu hérites de ça, déjà, c'est un peu stupeur et tremblement. Tu te dis, waouh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Et il faut le préserver, mais en même temps, lui donner les transformations qui sont nécessaires pour que ça continue et que ça se passe. Ça puisse être passé pour les 125 prochaines années. Et avec les personnes qui sont là-bas, je suis sûre qu'ils y arriveront. C'est émouvant de t'entendre parler de cette mission et j'entends aussi cet engagement que tu as pour la transmission et pour le fait d'accompagner sur des générations. Et du coup, je pense à ton rôle avec EDEC Alumni, donc l'association des anciens élèves de cette école de commerce. Donc là, c'est un rôle bénévole. Oui. C'est quand même un rôle aussi qui doit être assez intense. Qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est important de t'engager pour ton ancienne école? Alors, on est très nombreux à s'engager pour l'association des anciens élèves. Je suis le porte-parole de plus de 500 bénévoles qui s'engagent de manière très régulière depuis plus longtemps même que moi. Et ce qu'on entend souvent, parce que c'est une question qu'on pose souvent et j'ai la même réponse, c'est donner en retour. Donner en retour parce que... Alors, tu me diras si tu es d'accord avec ça. On a reçu un enseignement, certes, académique, qui d'ailleurs n'a fait que progresser. Aujourd'hui, il est extrêmement bien classé. Les masters sont classés à très, très haut niveau par le Financial Times et tous les différents programmes. Mais donner en retour cette excellence académique, mais pas que. Je crois que ce qui a toujours caractérisé l'EDEC, c'est au-delà de l'excellence académique, c'est aussi un esprit un peu pionnier, un peu rupturiste, entrepreneurial certainement, ce qui est aussi, sans surprise, ça vient aussi de l'histoire de l'école. L'école a été créée par des grandes familles d'entrepreneurs qui voulaient avoir dans le nord de la France une école qui puisse former et préparer leurs propres enfants à entreprendre ou à reprendre des entreprises. Donc cet esprit rupturiste, pionnier, je pense qu'il est très fort et il est toujours teinté d'humilité et de simplicité. Et je crois que les gens qui s'engagent comme moi dans l'association à différents niveaux, ils veulent donner un retour, ils veulent retrouver cet état d'esprit. Et pour beaucoup d'entre nous, ils veulent aussi maintenant
le rendre accessible, je crois que moi, j'en étais pas du tout consciente à mon époque, le rendre accessible à des populations, à des jeunes gens pour qui ça rentre pas du tout dans la photo, en fait. Aujourd'hui, un des enjeux de notre école, c'est d'ouvrir plus de bourses. On est une des écoles en France de commerce qui proposons le plus de bourses, mais pas encore au niveau de l'université. Donc, la fondation, les donations sont un élément important. Il s'agit aussi de rendre possible l'accès aux écoles de commerce à des élèves qui sont au collège ou au lycée. On commence dès le lycée maintenant. Des élèves qui n'ont pas dans leur cercle proche, familial, des personnes qui les éveillent à l'accès à une école, ou pas nécessairement dans leurs enseignants, des gens qui les éveillent à ça, et donc d'identifier très tôt les potentiels et rendre visible, rendre possible cette formation et lever les freins, en particulier financiers, mais pas seulement financiers. Parfois, il y a un premier frein qui est je ne suis pas au courant, on ne m'en a pas parlé, c'est pas pour moi, j'ai pas les codes. Donc, il y a beaucoup d'engagements qui peuvent être faits. Mais donc ça, c'est vraiment la raison de l'engagement, hein, donner en retour et rendre possible à ceux pour qui c'est pas évident. Et puis, il y a le leitmotiv de l'association qui, moi, me plaît beaucoup, Share, Care, Dare. Donc, c'est partager, prendre soin et oser. Moi, j'aime bien ça. Et au travers des clubs, des rendez-vous, de la caisse de solidarité, des programmes de mentoring, de coaching, d'accompagnement, des célébrations aussi, des grands anniversaires, puis l'accompagnement aussi de l'écosystème, puisque depuis cette année, l'association des alumni soutient un fonds à impact, le fonds EDEC Génération, qui, je dirais, termine tout le processus, puisqu'on forme des étudiants pour qu'ils challengent le statu quo, qu'ils deviennent des entrepreneurs. On les incube dans un des 3 incubateurs. On est une des seules écoles de commerce avec HEC, ou la seule école avec HEC à être incubée à Station F. Donc, on forme, on incube, et maintenant, on soutient aussi par le fonds, pas exclusivement des startups EDEC, mais évidemment, c'est un souhait d'aller soutenir ces startups. Mais du coup, on accompagne aussi le chemin de l'école et de nos alumni pour construire. Et puis, le dernier point, ce qui vient souvent aussi dans la motivation, c'est que l'EDEC a un statut très particulier. L'école est une association loi 1901 à but non lucratif. Alors, vu le prix de la scolarité, ça peut paraître bizarre. Mais ça peut paraître bizarre, mais ça veut dire aussi que du coup, effectivement, toute la scolarité, tous les revenus sont réinvestis, non pas pour servir un actionnaire, mais tout est réinvesti pour servir la mission de l'école, qui est l'enseignement. Donc, c'est réinvesti pour agrandir la qualité d'accueil et les points d'accueil. Par rapport à ma lointaine époque, il y a aujourd'hui 2 campus pour l'EDEC, à Lille et à Nice, avec un corps professoral significatif, mais évidemment de grande qualité. Et puis aussi, ce qui est très propre à l'EDEC, c'est un investissement très élevé dans la recherche fondamentale. Et pour que l'écosystème s'entretienne, parce qu'on n'est pas en concurrence en fait aujourd'hui seulement avec les écoles françaises, mais vraiment avec les écoles internationales. On a à peu près 25% de nos cohortes qui viennent de l'étranger, et ça va crescendo. Donc il faut effectivement développer la recherche fondamentale, développer des chaires, des pôles, des centres de recherche qui d'ailleurs eux-mêmes vont pouvoir ensuite monétiser une partie de ces recherches. Et donc, on revient dans le cercle vertueux de s'il y a monétisation et profit suite à ce travail de recherche fondamentale, ça s'est réinvesti dans l'école et encore une fois, non servi à un actionnaire. Et je crois que c'est un peu comme une entreprise familiale, quand tu sais pour qui, quand tu as du respect pour la gouvernance, la structure, et quand tu as un sens qui te convient, évidemment, l'engagement devient plus facile. Tu me disais juste avant que tu as été marraine de promo récemment. Oui. Et que tu avais 3 messages clés qui te semblaient importants à faire passer. J'aimais bien... Tu parlais de la chance, déjà. Est-ce que tu veux démarrer avec celui-là ? Oui. Alors, peut-être que je peux englober les 2 premiers. Je reprends souvent cette phrase de Philippe Gabillet,
qui a écrit un très bon bouquin il y a longtemps, mais il reste vraiment très bon, comme quoi les grands classiques, ça ne se démode pas. Le bouquin s'appelle L'éloge de l'optimisme. Et Philippe Gabillet synthétise ça de manière intéressante en disant « La chance, c'est une compétence qui se travaille ». Et derrière, ce que je rajoute souvent, c'est ce mot de René Char qui dit qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et donc, je crois qu'on doit être porté par l'idée que, bien sûr, certains d'entre nous, on en parlait, toi et moi, on reçoit des chances dans la vie, et certains plus que d'autres. Ça, c'est objectivement vrai. Faut en être conscient et reconnaissant. Mais la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait de cette chance ? Est-ce qu'on la travaille ? Est-ce qu'on s'évertue à la faire croître ? Est-ce qu'on est vigilant à la faire prospérer et grandir ? Et en gros, est-ce qu'on transforme les hasards en rendez-vous ? C'est-à-dire, est-ce que on croise quelque chose et puis c'est là, on est là et basta ? Ou est-ce que de ce hasard, on fait naître une rencontre, un rendez-vous, un échange, un projet, une construction, ou peut-être même d'ailleurs un bagage. Ça peut être, je rencontre, je reçois quelque chose, je le mets dans ma besace. Sur le coup, je ne sais pas bien à quoi ça va me servir, mais un jour, je l'ai. Et donc, je pourrais le ressortir. Et ça, pour moi, c'est un message que j'aime bien livrer aux jeunes diplômés. D'ailleurs, je salue les BBA 2025 qui étaient là ce jour-là. Donc oui, la chance, c'est une compétence qui se travaille parce qu'il n'y a que des rendez-vous et pas de hasard. Et puis après, j'aime bien rappeler ce que me dit toujours ma mère. Il faut toujours écouter sa maman. Ma mère me dit toujours, la vie n'attend pas. Et ça, c'est un beau précepte parce que travailler cette chance, travailler nos compétences, il faut le faire tout de suite. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas se dire je ferai ça quand j'aurai mon premier boulot, ou je ferai ça quand je siégerai au comité de direction, ou je ferai ça quand je serai à la retraite. Non, il faut le faire tout de suite. Parce que d'une part, une compétence qu'on travaille, on la développe et on devient meilleur dans cette compétence. Et donc, plus on commence tôt, plus on va être dans l'interaction, dans l'échange, dans ces rencontres, dans ces rendez-vous. Dans cette formule que j'aime bien, qui est que si tout le monde sert tout le monde sera servi. Et ça s'applique tous les jours. Qu'on rentre dans le métro, qu'on soit en train de préparer son budget de fin d'année pour la présentation au board, qu'on soit dans une vie associative. Si tout le monde sert tout le monde sera servi. Et si on le fait tout de suite, c'est bien parce qu'effectivement, la vie n'attend pas et ça passe toujours trop vite. J'aime bien ce que tu dis, ça me fait penser à cette idée qu'on n'est jamais prête. Enfin, ça ne sert à rien en tout cas d'attendre d'être prête. Non, il faut commencer. L'important, c'est de démarrer. C'est de démarrer, bien sûr. Et je crois que c'est Ballesteros, qui était un grand champion de golf, qui disait, c'est dingue, plus je m'entraîne, plus j'ai de chance. Quand on y pense. C'est clair. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais j'aime bien aussi cette idée de... Alors évidemment, moi, la chance, c'est un concept que j'aime beaucoup. Et j'aime l'idée d'y croire. De croire en sa bonne étoile. Rien que le fait de se dire que c'est possible, que ça peut le faire pour nous, que... Rien que ça nous tire, je trouve, vers le haut. Ça nous emmène à être un petit peu plus courageux, à aller plus loin aussi, à ce que tu disais, à être plus ouvert quand on rencontre quelqu'un, à poser des questions, à être curieux. Et c'est grâce à ça qu'on avance et qu'on a des heureuses découvertes et surprises. Je trouve que c'est un très bon concept. Et du coup, je transitionne, je vois le temps qui défile sur ma gauche. Et j'ai quand même 3 dernières questions pour toi. Oui, tu m'as donné énormément de magnifiques citations, mais là, tu vas devoir choisir un message fort parce que là, tu as un énorme panneau publicitaire à ta disposition. Tu peux y inscrire ce que tu veux. C'est ton message au monde. Qu'est-ce que tu y affiches ? Je reprends ce que me dit ma maman. Je le redis, il faut toujours écouter. Et je pense que je vais prendre ça parce que c'est tellement impérieux, parce que c'est tellement universel. La vie n'attend pas. La vie n'attend pas. Et si, donc on est dans cette idée de l'avenir qui se joue tout de suite, mais si tu voyageais dans le temps et que tu te retrouvais face à toi le jour de tes 10 ans et que tu voulais lui envoyer un message du futur, un conseil pour elle à 10 ans, qu'est-ce qu'elle aurait eu besoin d'entendre à 10 ans, Anne ? Lâche les couettes.
Lâche les couettes. Laisse tomber les couettes de temps en temps. Et dernière question, en gardant bien en tête que la vie n'attend pas, quel est le projet que tu n'as pas encore osé lancer et que tu aimerais bien? Alors, c'est marrant que tu me poses la question parce que il s'est présenté la semaine dernière par un autre membre du conseil d'administration de l'école, qui était aussi président des alumni il y a quelques années, Antoine Carinx. Et c'est un projet qui associe l'art, le beau, à l'enseignement académique. Alors, c'est un peu décousu ce que je te dis, mais c'est comment est-ce qu'on associe l'histoire de l'art à l'enseignement du commerce, de la finance, de la logistique, des stats. Alors, c'est un truc c'est tout nouveau. Je pense que d'ailleurs que le directeur de l'école va découvrir ça en écoutant le podcast. Je ne suis pas du tout dans les clous, mais Antoine avait ce projet et moi, ça a tout de suite fait écho parce que quand je suis arrivée à l'EDEC, la première année, il y avait une jeune femme qui est toujours enseignante à l'EDEC, qui est très, très aimée, qui s'appelle Isabelle Sequeira. Et Isabelle venait de l'école du Louvre et a développé depuis des pistes dans ce sens, mais je pense qu'on n'est pas allé assez loin et j'aimerais beaucoup qu'on pousse ça parce que je pense que l'idée de décloisonner en fait les enseignements, d'amener plus d'humanité au pluriel, donc les humanités, c'est quelque chose qui est terriblement enrichissant. Et avec les premiers essais qu'on a faits en associant la géopolitique, des enseignements autour du journalisme, autour du droit, on voit que c'est très, très prisé de la part de la plus jeune génération. Donc, ça me rend incroyablement optimiste parce que ça veut dire que ce sont des jeunes gens qui savent faire la part des choses, qui savent recevoir, en fait, ce qui est utile et ce qui l'est peut-être moins tout de suite, mais en comprenant à quel point ça va pouvoir porter et structurer leur cheminement. Et ça, je pense que j'aurais pas eu la maturité qu'ils ont aujourd'hui. Donc, je trouve ça formidable. Donc, plus d'art, plus de beau dans l'enseignement, en plus du fonctionnel. C'est une excellente idée. Et avec mon expérience dans le secteur du luxe, oui. Pour le coup, je vois l'utilité. L'utilité, oui. Puisque ça fait partie des sujets qui nourrissent l'art de vivre français, l'histoire de beaucoup de produits. Et pour le coup, là, je trouve ça hyper intéressant. Quelle belle idée. On se reverra à ce moment-là. Là. Génial. Bon, en tout cas, 1000 merci. J'aurais eu encore énormément de questions pour toi. C'était un vrai plaisir de t'avoir. Merci pour tout ton engagement et merci pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Merci à toi. Merci à toi d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode t'aura plu, intrigué, inspiré et n'hésite pas à le partager ainsi que de laisser une évaluation, un commentaire. Ça aidera énormément le podcast à être plus diffusé. Merci et à très bientôt sur The Patron Podcast.